Euh, je suis Mélissa Ouellette-Gendron, donc ancienne enseignante de français au secondaire, conseillère pédagogique en intégration du numérique au CSS de Laval depuis, c'est ma deuxième année. Et puis j'accompagne ma doyenne, Maryse Rancourt. Je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup. Donc, Maryse Rancourt, conseillère pédagogique au Centre d'intégration du numérique pour le CSS de Laval, anciennement enseignante au primaire pendant une dizaine d'années. Alors, ça me fait plaisir d'être là. Et ce qu'on va vous offrir aujourd'hui, c'est un super condensé de deux formations qu'on a déjà offertes cette année-ci, concoctées spécifiquement pour l'évaluation à distance. Et on a pris en compte aussi des commentaires des gens. Donc, on espère que ça va vous plaire. Je vais présenter mon écran, puis je vais pouvoir, dans le fond, débuter. Alors, simplement vous dire que tout au long de la rencontre, si jamais vous avez des questions, on est un petit peu plate, mais on a quand même beaucoup de contenu, donc on va vous demander, dans le fond, d'avoir un papier, un crayon à portée de main, puis de prendre en note les mots-clés de vos questions pour les poser à la fin, parce qu'on n'est pas certaine si on va pouvoir se rendre à 13 heures pile, à 15 heures, pardon, si on va avoir vraiment, vraiment terminé, on le souhaite. Donc, pour cette raison-ci, on va prendre les questions vraiment à la fin. Et puis, au niveau du déroulement, donc, il n'y a rien n'empêche aussi que vous pourrez lever vos mains, mais on va les prendre à la fin également. Les mains se prennent donc en ordre de main levée. Alors, redéfinir l'évaluation pour mieux évaluer à distance, on vous a mis un lien sur la page couverture bit.ly/évaltic. C'est le lien court pour avoir accès à cette présentation-ci qui est enregistrée. Il sera disponible, si je ne m'abuse, jusqu'au 11 je pense pendant une semaine là, ou quelque chose comme ça qu'on m'a dit, là, mais bref, vous allez avoir accès aussi à la présentation. Il y a également le code QR si vous voulez scanner avec votre appareil numérique, il n'y a pas de problème. Donc, ça va également mener au même lien de cette présentation-ci, soit le visuel de la présentation qui est un Genially. Donc, je poursuis. Donc, l'élève n'apprend pas pour être évalué. On part de cette prémisse-là. Il est évalué pour mieux apprendre. Vous allez voir, ce n'est pas banal comme phrase et ce n'est pas moi qui en a le crédit, c'est vraiment le ministère de l'Éducation qui a publié cette phrase-là donc dans un ouvrage antérieur. Donc, nous, on la reprend parce que ça va vraiment bien illustrer là où on s'en va. Alors, il y a l'évaluation va servir donc à poser un jugement professionnel, ça vous le savez, fiable, puis qui implique 3 éléments principaux. Donc, on parle de cueillette de plusieurs traces d'apprentissage à différents moments de ce processus d'apprentissage-là, et ça doit tenir en compte la triangulation pédagogique. Ça, c'est un concept obscur qu'on va s'appliquer à vous détailler dans quelques minutes. Donc, je poursuis. Mélissa. Alors, quand on a commencé à travailler sur la formation évaluation à distance, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait le plus peur aux enseignants? Et là, comme Maryse l'a dit, ça fait quelques fois quand même qu'on donne cette formation-là en moins condensée, mais généralement, ce qui fait peur, encore plus au secondaire, à un autre niveau au primaire, c'est la tricherie. Hein? Donc, la tricherie, même quand on est en présentiel, les élèves, il faut toujours les surveiller, vous le savez, ils vont s'écrire dans les mains, un petit papier dans le coffre à crayon, des écritures sur le bureau, ils vont se cacher pour texter, puis au rendu à distance, on se dit c'est encore pire, là, les chances sont inouïes. Et on a découvert un logiciel exceptionnel, No Cheat Education Pro, qui empêche le téléchargement de fichiers, ça empêche le partage de documents, ça verrouille l'accès Internet à une seule fenêtre dès que l'élève ouvre son évaluation, ça compile automatiquement les notes dans un classeur, ça permet de voir les élèves et leur environnement en 180 degrés, ça inclut un microphone ultra sensible détectant les moindres chuchotements, puis ça détecte les mouvements de l'œil de l'élève pour Oh, être la sûr licorne! qu'il reste sur sa copie. Alors, vous comprendrez que, honnêtement, c'est ça qu'on voudrait tous avoir, mais ça n'existe pas. OK? Donc, c'est ce qui nous a forcé, quand on a conçu la formation, de dire, mais c'est impossible de traiter uniquement de l'évaluation à distance sans revenir sur la définition de ce que devrait être l'évaluation. On n'a pas le choix de revenir à des concepts clés. Tantôt, on va en parler, entre autres, avec la triangulation. Puis, Maryse vient de le mentionner, avec
le cumul de traces d'apprentissage tout au long parce qu'on ne peut pas faire des évaluations de 3 heures de temps où est-ce qu'on a des questions à choix multiples, etc. On va y revenir. Mais la tricherie, par exemple, il faut l'adresser. Puis on s'est dit que, étant donné que c'est vraiment ce qui nous freine, ce qui nous fait peur comme enseignants, bien, on était mieux de le traiter en premier. Puis, ce qui est intéressant avec la tricherie, c'est qu'au niveau même de la prévention de la tricherie, la façon de construire nos évaluations, ben, ça va avoir un gros impact justement pour diminuer la tricherie. Alors, là, je commence avec la partie de droite, donc dans la création de l'évaluation même, et ça, on va y revenir en détail par la suite, mais le type de questions qu'on va poser à nos élèves, dépendamment du moment auquel on se trouve dans l'apprentissage, on va essayer de miser davantage sur des questions de jugement, des questions d'analyse, des questions de synthèse et des questions d'application. On va essayer d'éliminer le plus possible les faits googlables, vous comprendrez pourquoi. On veut vraiment que l'élève articule sa pensée, sa compréhension de façon plus complexe. Okay? Donc, vraiment, dans le type de questions, ça va être gagnant pour prévenir la tricherie. Dans la rédaction, on va demander aux élèves de personnaliser leur travail. Parce que comment je m'assure que l'élève a vraiment fait ça lui-même? Bien, on va lui dire, fais des liens avec ta vie personnelle, fais des liens avec quelque chose que tu as vu, que tu as vécu, que tu as entendu, etc. Donc, ça va ajouter une couche supplémentaire là, pour éviter la tricherie. On va miser également le multimodal. Donc, on va compléter une évaluation écrite par exemple, une présentation orale. Donc, une évaluation en 2 parties. Ou ça pourrait être également de compléter avec une entrevue. OK, oui, tu m'as fait ton travail, ton évaluation. Maintenant, parle-moi. Je vais te poser des questions sur ton évaluation, sur ton processus, comment tu en es arrivé à ce résultat-là. Si l'élève a triché et qu'il a copié son travail, il va être incapable de vous répondre. On va aussi varier les types d'évaluation et ça, on va y revenir. Puis ça, les types d'évaluation, on tombe un peu aussi dans la flexibilité, où est-ce qu'on va vraiment donner plusieurs options aux élèves, plusieurs choix de présentation, des types d'évaluation, etc. Puis finalement, une autre façon d'éviter la tricherie, c'est de prévoir des suivis. Ici, c'est plus dans le cas où ça va être un travail un peu plus à long terme, mettons à moyen long terme. Pour éviter qu'il y ait de la tricherie, c'est d'assurer des rencontres en petits groupes tout au long de la réalisation des travaux. Donc, ça nous permet de voir, par exemple, si les 3 premières rencontres avec un groupe d'élèves, je m'aperçois que l'élève X et l'élève P ont absolument rien fait, puis la rencontre d'après, ils sont vraiment avancés, puis tout est parfait, puis là, il y aura peut-être lieu de se questionner. Donc ça, c'est la prévention par rapport à la création même de l'évaluation. Par rapport à la sensibilisation au plagiat, parce que c'est bien beau de dire aux élèves, là, tricher, c'est mal, mais quand on comprend pourquoi quelque chose est mal, on comprend de quoi il y en est question, c'est toujours plus facile de respecter une consigne. Alors, c'est important d'expliquer c'est quoi le plagiat. Qu'est-ce qu'on entend par plagiat? C'est quoi les répercussions réelles de plagier dans la vie réelle? On en a beaucoup de cas de plagiat en société. T'sais, on pense juste aux chanteurs là, qui passent leur temps à se traîner en cours parce que un a volé un rythme quelconque et là, ça ressemble dans sa chanson et on parle de millions de dollars américains qui sont en jeu. Donc, ce sont des exemples concrets de plagiat et l'élève comprend que oui, c'est peut-être banal au primaire, par exemple, mais premièrement, tu ne t'aides pas. Puis deuxièmement, plagier, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Attends. Oh, on va fermer le micro. Également, d'expliquer la différence entre plagier et paraphraser, parce que la paraphrase, c'est un type de plagiat. Peut-être que c'est un peu intense au primaire, mais au secondaire, tranquillement, il faut amener les élèves à s'en apercevoir. Je pense entre autres à l'examen de secondaire 2 en français, l'examen ministériel. Donc, il faut l'enseigner. Et surtout au primaire, ça n'exclut pas le secondaire, mais surtout au primaire, on va demander la collaboration des parents. On va leur expliquer quel type d'accompagnement on s'attend à avoir de leur part.
pour avoir accompagné les profs de l'école virtuelle, entre autres, on s'est aperçu que souvent, les enseignants, les enfants sont en visioconférence et puis là, l'enseignant pose une question à l'élève, le parent n'est pas loin, entend la question, souffle la réponse à son enfant, puis l'intention du parent, elle est très bonne. Le parent veut aider son enfant. Est-ce que c'est la bonne façon de l'aider? C'est un autre sujet. Mais il y a des solutions qu'on pourrait dire, par exemple, avec les parents, l'idéal, ce serait que l'enfant porte des écouteurs. Comme ça, on s'assure que la discussion, elle est vraiment entre l'enseignant et l'élève ou en groupe de discussion d'élèves. Mais bref, il faut être clair dans nos attentes, justement avec les parents. C'est quoi la bonne façon d'aider nos enfants? Donc ça aussi, c'est une façon de s'aider, si on veut. Ensuite, la détection. C'est sûr que vous en avez eu des cas de plagiat, le même en présentiel. On en a tous eu. J'en ai eu aussi comme prof de français, là, des textes qui sont copiés d'Internet, etc. Puis il y a toujours des petits indices qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. S'il y a une dissonance, entre autres, avec les connaissances actuelles de l'élève. Si son travail, là, il pousse des informations ultra sophistiquées que vous dites, voyons, je n'ai même pas abordé ça dans mon cours. C'est un petit indice. Est-ce qu'il y a des similarités avec d'autres travaux que vous avez reçus de vos élèves? Est-ce que le niveau de langage est inhabituel? On est en langage soutenu, alors que d'habitude, l'élève ne tient pas ce niveau de langage-là. C'est un indice. Quand il y a une variation aussi à l'intérieur même d'un texte, là, du style d'écriture ou du niveau de langage, donc on alterne entre niveau presque familier à langage soutenu, c'est un autre indice. Celui-là, c'est mon préféré, là, la présence d'hyperliens qui sortent de nulle part, qui mènent nulle part. On se dit, bon, OK, clairement, c'est du beau copier-coller. Puis il y a quand même des petits trucs là, qu'on peut utiliser. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur un texte d'élève, puis là, je lis une phrase, puis je me dis, mon Dieu, c'est impossible que l'élève ait écrit lui-même cette phrase-là, puis c'est pas parce que je veux pas être gentille avec l'élève, mais ça concordait pas. Alors, ce qu'on peut faire, il y a deux outils qui sont intéressants. Donc, il y a Plagiarism Detector, dans lequel on peut copier-coller un bout de texte. Et dans le fond, le site web là, fait la recherche sur tous les sites web pour essayer de voir s'il pourrait retrouver la source de cette phrase-là. La seule chose, c'est que si, par exemple, vous décidez de copier le texte en entier, du moment qu'il y a une phrase qui ne concorde pas, par exemple, l'élève va lancer une de ses créations à l'intérieur du texte, là, le logiciel ne le repérera pas. Donc, on vous suggère davantage d'y aller avec une ou deux phrases à la fois. Une autre façon aussi, c'est tout simplement d'utiliser Google. Du moment qu'on utilise les guillemets au début et à la fin d'une phrase, les guillemets font en sorte qu'on dit à Google, fais la recherche de l'expression exacte. Donc, généralement, c'est ce que j'utilisais comme méthode. Je prenais un bout de phrase, on n'a même pas besoin de la phrase au complet, 6-7 mots collés avec les guillemets dans une recherche Google, les textes nous sont sortis tout de suite. Puis pour les utilisateurs de Google Classroom, il y a une nouveauté de cette année qui est le rapport de plagiat. Avec la version gratuite de Classroom, vous avez jusqu'à 3 devoirs par cours pour lesquels vous pouvez activer ce rapport de plagiat-là. Puis ça, c'est intéressant parce que ça fait en sorte que Google fait une recherche, Google Classroom là, fait une recherche sur le web pour savoir si le travail a été plagié. Puis ça fait également une recherche à l'intérieur du cours sur les travaux des autres élèves. Donc, il y a des petits outils quand même intéressants. Bon, c'est pas la caméra de 180 degrés puis le détecteur de rétine, là, de No Cheat. C'est quoi déjà le nom de notre super logiciel? D'ailleurs, il faudrait créer, on pourrait être millionnaire. Clairement. No Cheat for Education, version pro, ouais, c'est ça. Oui, exactement. Écoute, on est millionnaire. Il nous reste qu'à vendre notre idée. Alors, prévention, détection, ça va, mais s'il n'y a pas de conséquences, puis que les conséquences, elles ne sont pas déterminées dès le départ, elles ne sont pas annoncées, on a un peu moins de poids. Hein? Alors, par rapport à la sanction, évidemment, ce qu'on veut avoir, c'est qu'on veut avoir la collaboration des élèves, des parents puis de la direction. Tout le monde doit s'entendre sur la conséquence de plagiat. Mes élèves, je leur disais, j'étais au secondaire, là, au primaire, on peut être peut-être plus souple, là, ils sont en apprentissage, mais au secondaire,
Si tu plagiais, c'était la note de 0 et je m'étais assurée avant d'annoncer à mes élèves que ma direction était d'accord pour mettre 0. Les élèves étaient au courant, puis les parents aussi étaient au courant. Donc, cette concertation, cette collaboration-là entre les trois acteurs, elle est essentielle. Également, ajouter que dans la sanction, c'est pas pour rien que ça s'appelle sanction. On parle de sanction des études. Même si l'élève triche au courant de l'année, lorsqu'il va arriver à son examen du ministère, bien, clairement, il ne pourra pas là, maintenir ce rythme-là, ces notes-là, s'il triche tout au courant de l'année. Alors, il y a également cette, petit, cette petite boîte de Pandore-là au bout, qui leur pend au bout du nez, là, qu'il faut leur parler aussi, là, parce que c'est beau être capable de tricher parfois, mais on ne peut pas le faire tout le temps, puis on se nuit rendu là également. Alors, on passe vraiment dans le cœur du sujet avec le continuum évaluatif, Maryse. Effectivement, donc, comme vous le savez, bien, il existe 3 grands types d'évaluation qui sont dans ma ligne du haut, c'est-à-dire l'évaluation diagnostique, qui sert à activer les connaissances antérieures des élèves, vérifier leurs acquis, adapter notre enseignement. On fait souvent ça au début de l'année, là, quand on passe certaines évaluations à nos élèves, avant même d'avoir commencé à enseigner parfois, ou au début d'un module. Donc, ça peut être très utile. L'évaluation formative tout au long de l'apprentissage, donc, qui vise à soutenir les élèves et à utiliser à intervalles réguliers. Donc, on l'utilise vraiment à intervalles réguliers, mais tout au long, ça, c'est super important. Donc, si je n'en fais que 2 au courant de mon étape, bien, à ce moment-là, je risque de passer à côté de belles occasions de réguler mon enseignement. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. L'évaluation formative, vraiment nous-mêmes comme enseignants, en fait, à se repositionner, puis à modifier des fois, faire des interventions plus ciblées, etc. Également, bien, enfin, à la fin en fait, du processus, vous le savez, l'évaluation sommative qui sert entre autres à résumer les apprentissages réalisés par les élèves, puis aussi à mesurer l'impact de nos enseignements. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été manquées par la grande majorité de nos élèves? Bien, il faut se questionner, puis on va parler aussi bien sûr, lorsqu'on évalue, on doit évaluer ce que l'on a enseigné effectivement. L'évaluation, ça ne vient pas à la toute fin. On ne bâtit pas notre évaluation sommative à la toute fin d'une étape. Il faut vraiment, lorsqu'on la bâtit, bien, on doit s'être assuré d'avoir enseigné toute la matière, évidemment, avant. Vous voyez juste en dessous 2 autres petites bulles. Alors, ce sont les types de questions à privilégier pour faire ici l'évaluation diagnostique en début et l'évaluation formative tout au long de l'apprentissage. Donc, il y a des questions qui vont s'adapter mieux, qui vont favoriser ce type d'évaluation-là, notamment les questions à réponse très courtes. Donc, il y a des avantages et des limites à certains types de questions. Alors, les réponses très courtes, l'avantage, c'est que l'élève fournit lui-même la bonne réponse. Ça évite une réponse issue du hasard parce que c'est une réponse vraiment courte là, que l'élève va écrire. Ce n'est pas un choix de réponse. Elle va être facile à formuler. La correction pour nous est rapide, puis la correction même peut être faite parfois par des logiciels là, automatisés, donc dans certains cas. Ça permet de vérifier les types d'apprentissage simples, etc. Mais il y a aussi des limites. Donc, si ma question n'est pas suffisamment claire, ça peut occasionner des réponses auxquelles je ne m'attends pas, puis auxquelles, dans le fond, l'élève souhaitait répondre correctement, mais que dans le fond, il lui a mal répondu parce que la question, si elle n'est pas suffisamment claire. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de limites de caractère pour écrire, bon, ça peut être un petit peu, ça peut être biaisé. Ça peut aussi encourager les élèves à apprendre par cœur. Là, trompez-vous pas, je ne dis pas que les élèves ne doivent jamais apprendre par cœur, mais si la principale caractéristique de vos évaluations, c'est que les élèves doivent tout apprendre par cœur, bien, vous passez à côté probablement de la possibilité d'évaluer les compétences des élèves. Donc, non seulement les apprentissages, donc l'effet googlable qu'on appelle. Donc, on veut vraiment aller un petit peu plus loin. Puis surtout, c'est que l'apprentissage par cœur, bien, c'est facile de tricher à ce moment-là, de donner des petites réponses à gauche et à droite, alors que ce qu'on veut, c'est permettre à l'élève d'aller dans le jugement, d'aller utiliser sa capacité d'analyse, de synthèse. Alors ça ne permet donc pas d'évaluer des cibles d'apprentissage de niveau élevé, ce type de questions-là. Il y a à 2 choix, vrai ou faux. Il y a des questions à pairage aussi. Il y a les questions aussi à choix multiples et les questions à développement bref. Alors, le développement bref, ça peut être quand même intéressant parce que dans les avantages, donc c'est rapide à construire pour nous. L'interprétation des réponses est peu subjective, puis ça permet d'évaluer des sites d'apprentissage simples ou de niveau intermédiaire.
Par contre, là, c'est sûr que la correction, ça nécessite l'analyse des réponses fournies dans le contexte construit par l'élève. C'est un petit peu plus long, mais ça nécessite aussi la préparation, idéalement, d'une grille de correction. Donc, il y a toujours des limites, des avantages à chaque type de questions, évidemment. Et puis ça, donc ce type de questions-là, il est à privilégier en évaluation formative et diagnostique. Puis, il y a également ici plusieurs outils numériques qui peuvent être utilisés pour poser ces différents types de questions-là. Et là, ici, ce sont des liens, vous verrez dans notre questionnaire, là, plutôt dans notre présentation, ce sont des liens vers, par exemple, Google Formulaire. Ben, ça mène à un lien vers notre site Web qui parle de comment concevoir ces types de formulaires-là. Donc, il y a beaucoup de liens ici. Donc, les outils numériques, il y en a un paquet pour poser ces questions-là. Et ils vous sont un petit peu mentionnés ici, mais comme je vous dis, ce ne sont qu'une poignée de ceux qui pourraient servir. Et je vous invite donc à aller les explorer. Dans les types de questions à privilégier, lorsqu'on est en formatif ou en sommatif, on va vraiment venir privilégier les questions à développement bref ou à développement long. Alors, il y a aussi toujours des avantages et des inconvénients à chacun. Donc, développement long, en fait, ici, on a vraiment dans les avantages que ça permet aux élèves de construire une réponse, mais de présenter surtout leur raisonnement. Donc là, vous allez avoir accès un petit peu plus à comment l'élève est arrivé à la réponse. Et lorsque l'élève fait ça, bien, il y a très peu de place pour la tricherie. Hein, on est ici pour évaluer des cibles d'apprentissage de niveau intermédiaire et complexe. On est beaucoup dans le développement de la compétence. Et puis, dans les limites, à ce moment-là, c'est sûr qu'on parle de difficulté d'assurer une constance dans la correction parce que, dépendamment d'un élève à l'autre, ben, les réponses peuvent être très, très différentes, mais dans tous les cas, l'élève peut aller chercher certains points. Donc, c'est sûr que la constance n'est pas la même qu'avec une question à choix de réponse. C'est plus subjectif au niveau de la correction. Ça permet difficilement l'atteinte de cibles d'apprentissage simples. Ça nécessite la préparation d'une grille de correction, puis on va avoir encore tantôt ensemble, on va voir des exemples de ça. Vous allez avoir même des exemples que vous pourrez vous copier-coller directement, vous allez voir. On ne vous laisse pas tomber avec les outils, là. On fait juste présenter les limites. Et ça nécessite souvent aussi une habileté rédactionnelle chez les élèves. Donc, c'est sûr qu'un élève qui a des difficultés au niveau de la syntaxe, bien, pourrait échouer parfois certaines questions, même s'il comprend bien le concept. Donc, on ne va pas seulement utiliser des questions à développement bref ou long, on va utiliser aussi des questions de pairage, des questions à vrai ou faux, etc., qui permettent de venir dans leur ensemble. Ces types de questions-là vont permettre d'identifier vraiment mieux les apprentissages des élèves. On va y revenir, excuse-moi Maryse, on va y revenir aussi avec la triangulation, hein, parce que ce n'est pas nécessairement à l'écrit tout le temps. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, c'est vrai, merci. Donc oui, à développement long, mais ce n'est pas juste de l'écriture, donc on va en parler tout à l'heure. Et il y a plusieurs outils numériques qui peuvent être utilisés donc pour les questions de type à développement long ou court. Encore là, Google Formulaire ou Microsoft Formulaire le permettent. On a aussi des Google Documents qu'on peut utiliser, des Microsoft Word, Google Présentation, PowerPoint, la visioconférence. Et là, on a des hyperliens. Là, chaque fois que ma souris devient une main, c'est signe que vous pourrez aller cliquer pour voir en fait comment on peut faire au niveau des types de questions. L'enregistrement vidéo, même déposé dans un environnement numérique à l'aide de Flipgrid, même les courriels. Donc, c'est même quelque chose de très, très simple qu'on peut aller faire jusque-là sans nécessairement détenir un grand savoir au niveau des outils. Il y a des différentes façons qu'on peut utiliser. Ça ici, donc, c'était la rétroaction. Excusez, la rétroaction ici, c'est juste pour vous dire qu'elle doit être basée, en fait, sur des attentes claires et sur des grilles d'évaluation. La rétroaction, elle fait partie du continuum évaluatif, là. Donc, c'est sûr, on évalue, on pose des questions, puis après ça, il faut qu'il y ait une rétroaction et on va revenir à l'importance de la rétroaction. Donc, on a tout un petit point tout à l'heure par rapport à ça. Donc, je ne vous lirai pas maintenant ce point. J'apporterais juste un petit bémol par rapport aux questions à développement bref, parce que, pas bref, mais développement long. Souvent, ce qu'on entend, c'est que ben, c'est long à corriger, j'ai beaucoup d'élèves, puis c'est vrai que c'est plus long à corriger, mais il faut garder en tête qu'on ne posera pas autant de questions que si on faisait un amalgame de questions courtes, de choix de réponse, où on n'en pose pas 50 questions. Ce qu'on pourrait faire pour les questions à développement long, c'est de demander, par exemple, d'en proposer 5 aux élèves qui vont démontrer la même compréhension, mais mettons 5 questions différentes là, sur des sujets peut-être un peu différents. Puis on dit à l'élève, ben, tu choisis 2 questions
parmi ces 5-là. Et on vous rappelle que ces fameuses questions-là, on va ajouter des éléments, fais des liens, donne des exemples personnels, donne ton opinion aussi un petit peu si c'est possible. Bref, ça fait aussi en sorte que comme prof, c'est vraiment intéressant de lire les élèves parce que à travers leurs évaluations, on finit par apprendre à les connaître davantage. Fait que, si on met notre attention là-dessus, sur le fait qu'on profite de ce moment-là pour apprendre à connaître davantage nos élèves avec les exemples qu'ils vont avoir ajoutés et tout, ça devient vraiment intéressant là, de corriger ce type de questions-là aussi. Excellente conclusion au sujet. Merci, Mélissa. On est rendu vraiment à notre concept obscur de la triangulation des apprentissages. Donc, la triangulation, ça parle de quoi? Ça parle de 3 types de traces d'apprentissage simplement. Les observations, les conversations et les productions. En évaluation, on est très fort, les enseignants, sur les productions. Hein, ça va être des examens écrits, ça va être des listes, des examens à choix multiples, ça va être des productions écrites, ça va être écrit, décris-moi je sais pas moi, ton évaluation en mathématiques, je veux que tu me décrives ta démarche. Donc, on est vraiment beaucoup dans la production, mais on ne tient pas souvent compte ou on les prend pas nécessairement assez au sérieux les traces d'observation et les traces de conversation. Ça ici, ce sont des traces tout aussi valables et valides que les traces de production. Puis là, je ne parle pas d'observer notre élève puis d'avoir des sentiments que lui, il comprend, puis d'avoir un souvenir d'une conversation avec un élève qui vous explique un concept. Je parle vraiment de traces organisées d'observation ou de conversation. Ces traces-là, en contexte d'évaluation à distance, vont prendre tout leur sens parce que là, ça va vous permettre de venir vraiment valider ce que vous voyez avec la production. Tout à l'heure, on l'a dit avec la tricherie, l'élève, il peut tricher, mais si vous avez des doutes puis que vous décidez d'avoir avec lui une conversation, puis que vous l'enregistrez, par exemple, la conversation, ou enfin, vous avez tout simplement une grille devant vous et vous prenez des notes, puis on va en parler de grille d'observation, puis de grille de conversation, bien là, vous risquez de pouvoir vraiment faire le tour de qu'est-ce qui n'allait pas dans la production de votre élève, puis de mettre le doigt sur c'est quoi? Ça, là, je constate là, finalement, après avoir fait une entrevue, par exemple, avec mon élève dans Meet ou dans Teams ou peu importe, qu'il ne comprend pas ce sujet-là, il ne maîtrise pas cette compétence-là et ça me permet vraiment de venir poser mon jugement professionnel. Donc, les traces d'observation et de conversation, souvent, on les a éludées un petit peu quand on parle d'évaluation. Je parle de façon traditionnelle. Là, on a une petite chance, en fait, il faut revoir de toute façon, chacune, nos façons d'évaluer et donc d'enseigner souvent. Alors, c'est une chance pour nous, je crois, de justement venir bonifier nos pratiques évaluatives en incluant les traces d'observation et de conversation. Il y a également la possibilité, tu sais, tout à l'heure, on a dit, on n'est pas obligé d'évaluer tous nos élèves tout le temps. Ça, c'est une chose importante à retenir. Ça ne veut pas dire que les élèves ne seraient pas évalués, par exemple, au secondaire. Vous pouvez les évaluer, mais vous n'êtes pas obligé de consacrer le même temps sur une production d'un élève que vous savez qui va bien versus un élève qui est fragile ou que vous voyez des failles. Vous pourriez, par exemple, annoncer à des élèves qu'au niveau de la production, tel type de production, bien, il y aura 1/3 des élèves dans cet examen-là que vous allez convoquer pour leur faire une entrevue et puis que vous allez pouvoir, dans le fond, aller creuser sur les sujets sur lesquels ils vous ont écrit, par exemple, ou qu'ils vous ont décrit pour être certain de leur, de leur compréhension. Puis l'examen suivant, bien, ça sera un autre tiers des élèves qui seraient visés. Ça peut être aussi de viser les élèves qui sont tout simplement plus faibles ou plus fragiles ou que vous sentez là, que vous n'êtes pas certain au niveau de la tricherie. Alors, il y a moyen, il y a la flexibilité là-dedans, puis il y a la souplesse qu'il faut garder en tête. Et puis, vous pouvez l'utiliser selon votre jugement professionnel, ça va bien vous servir. Donc, on va revenir plus tard, on va revenir en fait à l'instant sur la façon d'aller chercher des traces d'observation, comment aller chercher et conserver les traces de conversation aussi, ainsi que les traces de production. Ici, c'est votre point fort généralement, là, vous vous y connaissez beaucoup. Donc, on va poursuivre avec les traces d'observation. Mélissa.
Donc, oui, d'abord, les traces d'observation. Dans ce tableau-là, vous voyez que tous les liens sont cliquables. Si vous avez accès là, à la présentation, c'est les petits hyperliens en bleu. On va pas, je ne vais pas tous vous les montrer là, cet après-midi. J'en ai ciblé quelques-uns que je trouve particulièrement intéressants. Donc, par rapport à l'observation, il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut observer le travail d'équipe. Ça pourrait être, par exemple, des travails en sous-équipe dans Google Meet ou dans Teams encore. Évidemment, observer des présentations d'élèves, des débats, des démonstrations, des jeux de rôle. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut observer. Nous, ce qui nous... C'est pas de trouver des exemples de choses qu'on peut faire à nos élèves qui est difficile, c'est après ça de dire, OK, qu'est-ce que je peux utiliser comme trace que je peux recueillir? Puis aussi, là, en ce moment, c'est quel outil numérique va m'être davantage utile? Pour tout ce qui est traces d'observation, par exemple, des discussions en lien avec un sujet X, avec un roman, en lien avec un roman ou peu importe, j'utilisais beaucoup le fameux Google Sheet. Là, nous, à notre CSS, on est très Google Éducation pour la pédagogie, mais on s'entend que Google Sheet, c'est un tableau Excel. Marie, je vais prendre le partage, par exemple, à partir d'ici. Donnez-moi juste un instant parce que ça va être plus facile. Avec plaisir. Alors, j'ai mis le tableau. Donc, c'est un Google Sheet que j'utilisais de cette façon-ci. Ça me permettait d'avoir vraiment toutes les informations de mes élèves. Et puis, là, vous voyez le fameux code de couleur. Donc, c'était mes différents groupes. Je voulais qu'ils soient facilement définis, si on veut. Alors, j'avais le nom, par exemple, de tous les membres de mon équipe 1, de l'équipe 2, de l'équipe 3. Et puis, on vous mentionne depuis le début que c'est important d'aller chercher des traces d'apprentissage à différents moments. Hein? Alors, ici, j'avais 3 observations. Donc, 3 moments, 3 discussions différentes à différents moments. Ici, je m'en étais servi pour la lecture du roman Le Passeur. Ça peut être utilisé pour n'importe quoi, là. Alors, les élèves devaient discuter. Moi, je me promenais et je prenais des notes. C'était impossible pour moi de prendre des notes sur mes 32, 34 élèves, je pense, dans certains cours, en une observation. Puis c'est là l'avantage d'avoir plusieurs moments d'observation parce que peut-être qu'un matin, j'ai un de mes élèves qui était plus fatigué ou j'avais carrément pas eu le temps de l'entendre parler et je ne peux pas me baser sur ça pour lui donner une note, mais observation 2, observation 3, je savais qu'il fallait que je prenne du temps pour aller l'écouter. Alors, je prenais toutes mes notes et à la fin, ça me permettait de porter un jugement. Et là, on revient un peu avec les grilles d'évaluation. Honnêtement, moi, je suis vendue grille ABCDE, des grilles descriptives. Au début, on se sent un peu inconfortable parce qu'on a l'impression que c'est pas... c'est pas tangible. On aime ça donner des points. Okay? Tu as fait telle affaire, je te donne un point. Tu as fait telle autre affaire, je te donne un autre point. Sauf que parfois, pour définir une compétence, c'est difficile. Là. La compétence, par exemple, à discuter dans un groupe, comment je fais pour mettre une note? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un élève aurait 78 puis l'autre en aurait 82 ou 81? Alors, A, B, C, D, E, comme prof, il faut se faire confiance. A, vous le savez, c'est quoi? C, vous le savez, c'est quoi? Il faut juste que vous balisiez. Puis moi, j'aimais bien me servir des grilles ministérielles parce que ça donnait, c'est bête, là, mais dans les grilles ministérielles qui sont offertes, il y a tout le temps l'usage de certains adverbes, certains adjectifs. Par exemple, A. A, généralement, c'est que l'élève fait preuve de créativité. Il va au-delà de ce qu'on attend de la tâche. Il personnalise. Généralement, c'est ça, un A. B, c'est qu'il répond vraiment à la tâche. Il fait exactement ce qu'on veut. OK? Alors, ça, j'aimais vraiment bien, j'aimais ça utiliser ce genre de grille-là. Il faut juste s'habituer. Puis là, je vous montre un exemple là, rapide. J'avais mes élèves où est-ce que je faisais des commentaires. Là, des fois, bon, l'élève était absent, il était absent. Et puis les élèves qui n'avaient pas lu, ici, l'élève, il était absent à la première rencontre. Après ça, est-ce qu'il a lu? Il pose des questions, mais il participe quand même très peu. Bref, ça me donnait une idée de si l'élève avait fait sa lecture. Puis là, je pouvais intervenir, faire de la rétroaction entre les rencontres.
Alors, tu sais, c'est une formule qui est quand même intéressante à utiliser pour n'importe quoi, là. Puis ça fait en sorte que ben, j'ai tous mes élèves sur la même feuille en un coup d'œil. Et puis, je peux même venir cliquer en bas à gauche pour ajouter d'autres feuilles. Donc, ma feuille 2, j'aurais pu dupliquer également, là, dupliquer ma feuille 1. Et là, j'aurais, par exemple, ma première feuille, c'est un groupe. Ma deuxième feuille, c'est un autre groupe, par exemple, si je suis au secondaire. Ou au contraire, ma première feuille, c'est une évaluation. Ma deuxième feuille, c'est une autre évaluation. Donc, on centralise vraiment les informations. Fait que l'utilisation du Google Sheet ou pas du PowerPoint, du Excel, c'est vraiment intéressant parce que vraiment, tout est rassemblé. Je pourrais même ajouter des hyperliens vers les travaux des élèves. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. C'est fort intéressant. Je vais juste revenir ici. Ce qui est intéressant aussi à faire avec les Google Sheets ou Excel, encore une fois, ben, c'est des grilles de construction. Excusez, ça, c'est une grille de construction d'un texte, mais c'est une liste de vérification. Donc, on se met des critères juste pour vérifier est-ce que c'est présent ou si l'élève l'a oublié et on a juste à venir cocher quand c'est fait. Donc, c'est une autre type de grille qu'on peut créer pour faire le suivi des élèves, pour accumuler des traces également. L'autre chose que je voulais vous montrer par rapport à la vidéo, il y a un outil qui s'appelle Flipgrid, qui est fort intéressant. Ça permet en fait de créer des groupes de discussion, si on veut, mais c'est en pas, voyons, c'est en décalé, là, si on veut. Alors, moi, comme prof, je lance une discussion à partir de Flipgrid. Là, vous voyez ici, vous avez un exemple de ce que j'avais fait. Donc, c'est un exemple sur la phrase de base. C'était pas tant, je m'en étais pas vraiment servi comme discussion, mais ça me permettait de donner une tâche aux élèves. Puis dans le fond, c'est que je voulais qu'ils me racontent, je voulais qu'ils m'expliquent comment ils arrivaient à séparer, dans le fond, les composantes de la phrase de base. Je voulais les entendre réfléchir. Je voulais avoir accès à leur processus métacognitif. Et puis, donc, l'activité, les consignes sont là. Et ce qui est le fun, c'est que moi, après ça, comme enseignante, j'ai accès à toutes les vidéos de mes élèves. Et là, parce que ce n'était pas une discussion que j'avais lancée, j'avais verrouillé les vidéos. Donc, les élèves ne pouvaient pas aller voir la vidéo à moins que moi, je dise « OK, oui, je vais la mettre publique dans le groupe ». Et là, ça aurait fait en sorte que, par exemple, l'élève, sa vidéo, un autre élève aurait pu lui répondre sous forme de vidéo. Et là, il y a comme un échange de réponses, de questions-réponses sous forme de vidéo qui peut se faire. Ça, c'est une des possibilités. Ce n'est pas de cette façon-là que je l'avais utilisé, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment venir, je vais le mettre sur pause, c'est qu'on peut venir offrir de la rétroaction. On voit ici ces feedbacks et moi, comme enseignante, je peux en un clic envoyer une rétroaction vocale ou vidéo à mes élèves sur le travail qu'ils ont fait. Je sais qu'en univers social aussi, c'est souvent utilisé. L'enseignant va lancer un sujet de discussion où est-ce qu'il va dire OK, définissez-moi telle période, je ne sais pas moi, Maryse, aide-moi, là, je ne suis clairement pas prof d'univers social, la guerre de sécession, là, admettons. Et puis là, l'élève, dans une vidéo de 2 minutes, il explique son concept et l'enseignant donne la rétroaction. Bref, encore une fois, un outil fort, fort intéressant avec plein de potentiel. Le Flipgrid, c'est un gros coup de cœur comme enseignante. Là, on aime bien. C'est pour ça qu'on voulait vous le présenter. Alors, ça, c'est pour... pardon, je vais juste le mettre comme ça. Alors, ça, c'est pour les traces d'observation. On a également des traces de conversation. Les grilles que je vous ai montrées tantôt, on peut les utiliser également. L'observation de 3 cours, là, on peut les utiliser à ce moment-ci. Il y a ce qui est intéressant aussi à utiliser par les élèves, c'est, je vous la montre tout de suite, c'est la grille d'auto-évaluation. Toute bête comme ça, il n'y a rien de compliqué. Est-ce que, bon, ça ici, les critères sont en lien avec de l'écriture, mais on leur met les critères qu'on souhaite, juste pour que l'élève puisse s'attarder à sa performance, pour qu'il puisse se remettre en question. Puis encore une fois,
ce que j'aimais faire, c'était que les élèves, par exemple, s'ils devaient faire une présentation, je m'excuse, j'ai comme un chat dans la gorge. Les élèves, s'ils devaient faire une présentation, je leur disais, filmez-vous. Filmez-vous, regardez votre vidéo et complétez votre grille d'auto-évaluation de façon formative. Alors, les élèves, ils sont encore probablement plus critiques que nous. Ils vont voir, tu sais, toutes les petites choses. Puis je le faisais avec mes enfants également, là, en première, deuxième année. Puis en se regardant sous forme de vidéo, tu sais, ils voyaient tout de suite, ah, ben, tu sais, j'arrête pas de dire, je sais pas moi, ben là, tu sais, ou je joue trop avec mes mains. Ils le voient, les élèves. Donc, la grille d'auto-évaluation, elle est fort intéressante. Puis, si les élèves sont plus vieux, on peut y aller également de façon beaucoup plus poussée. Il y a aussi un autre type de liste, la liste de vérification, mais au lieu d'être à cocher, on peut y aller un peu plus large. Des éléments qui sont observables dans une présentation de l'élève. Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est réussi? Oui, non. On pourrait également s'ajouter une autre colonne commentaire pour chacun de ces éléments observables-là. Puis, ce qui est intéressant, pardon, ce qui est intéressant, c'est dans les notes complémentaires. Ben, je peux ajouter de l'information aussi, mais là, je peux venir combiner mes outils. Il y a par exemple Vocaroo. Vocaroo qui me permet d'enregistrer des messages audio. Alors, c'est un site web, vocaroo.com. Vous le connaissez sûrement. C'est pas... c'est parce que c'est un nouvel ordinateur que j'utilise. Alors, j'enregistre mon commentaire, puis ça peut être des notes personnelles pour moi-même. C'est ma grille d'évaluation. Alors, au lieu de prendre le temps d'écrire et tout ça, je peux juste, moi, m'enregistrer comme prof. Là, je réfléchis à voix haute sur la présentation de l'élève, par exemple. Et là, j'ai terminé. Je vais copier ce lien-là et je vais tout simplement venir le mettre dans mon tableau et je me suis laissé des traces écrites de mon évaluation. Donc, pour l'élève. Donc, il y a toujours moyen de combiner ces fameux outils-là. Ce n'est pas parce qu'on en choisit un qu'il faut juste prendre celui-là. On a beaucoup, beaucoup de latitude. Alors, c'est pour les traces de production. Ensuite, on a les traces, pas les traces, pardon, de conversation. Donc, les traces de production aussi, on a beaucoup d'options. Les traces de production, Maryse le disait tantôt, on est vraiment pro là-dedans. Là. On a des cartes conceptuelles qu'on pourrait faire aux élèves, même par rapport à la lecture d'un texte, en univers social, une série d'événements. Les cartes conceptuelles, ils sont vraiment intéressantes à utiliser. Les élèves adorent ça parce qu'on peut venir ajouter de la vidéo. Bref, c'est super intéressant. Lucidchart est vraiment bien pour ça. Puis il est disponible dans la suite Google Éducation et également dans la suite Microsoft. Les questionnaires en ligne, c'est probablement ce qu'on utilise le plus. C'est Google Formulaire, Quizzes, les Microsoft Forms également. Un qui est un peu moins connu, c'est Edpuzzle. Edpuzzle, c'est vraiment le fun parce que, par exemple, on pourrait... ce que ça fait, c'est que les élèves peuvent soit télécharger leurs vidéos ou les profs également, là, ils téléchargent leurs vidéos et puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut venir ajouter, donc je ne sais pas si vous le voyez, là, mais il y a des petites bulles ici qui apparaissent. Bien, c'est des questions qu'on ajoute à certains moments dans une vidéo. Donc, on pourrait demander même aux élèves d'en créer et de se les partager. En ligne, par exemple, ils donnent, on leur dit, je ne sais pas, de devenir les profs. Eux-mêmes doivent créer une capsule informationnelle pour envoyer aux autres élèves, là, pour les aider. Ou on pourrait faire, par exemple, des élèves de 6e année, créer des capsules vidéo pour les élèves de 2e année avec des petits concepts mathématiques ou en grammaire, peu importe. Et là, à certains endroits, on peut venir... Pardon, vous voyez, il y a une question à choix multiple qui est apparue. Donc, aimes-tu les koalas? Oui ou non? Donc, il y a plusieurs moments comme ça dans les vidéos qu'il y a des arrêts qui sont forcés pour que l'élève, pour qu'on puisse poser des questions soit à choix multiples, des questions à court développement et des questions aussi, c'est quoi? Ah oui, des notes vocales. Donc, on pouvait ajouter des notes vocales. On pouvait aussi offrir un hyperlien, par exemple, vers un autre site web ou etc.
Donc, Edpuzzle, là, super intéressant comme outil. Comme prof aussi, c'est vraiment intéressant à utiliser avec les élèves. Puis ce qui est le fun en plus, c'est que quand on crée sa classe dans Edpuzzle, ça nous donne la possibilité de faire le suivi des élèves. Est-ce que l'élève va écouter toute la vidéo? Puis ça empêche l'élève de faire des sauts dans la vidéo. Donc, il est forcé là, à écouter la vidéo au complet finalement. J'ai une question. Est-ce que je peux la poser? C'est concernant Edpuzzle. Oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre une vidéo qui existe déjà, mais y rajouter des questions? Oui, vous avez, si vous voyez ici le Popular Channels, vous pouvez les sortir de YouTube, les vidéos. Ah, OK, d'accord, merci beaucoup. De rien. Question très pertinente, ça valait la peine. Peut-être aussi ajouter à tout le monde là, qui se demande comment ça s'utilise et tout ça, les liens sont vraiment sur notre visuel de Genially. Donc, à la fin, si Mélissa, tu veux remontrer notre visuel de Genially, il y a les petits hyperliens bleus là, qui sont cliquables. Ouais. Donc, vous allez pouvoir aller cliquer puis voir comment ça fonctionne. On Exactement. A des vidéos qui montrent comment ça fonctionne. Et puis, dernière petite chose que je vais vous montrer parce que, tu sais, il y a le portfolio qui est super intéressant à utiliser avec les élèves pour recueillir des traces. Puis le journal multimodal, ça peut être un journal en lien avec n'importe quoi. Là, il n'y a pas de limite. C'est sûr qu'il y a le fameux Book Creator, Mad Mags, qui permet de faire des magazines aussi. Mais j'ai découvert Google Slides, puis j'ai vraiment apprécié. Je vous montre un exemple de ce qu'un élève avait fait. Donc, c'est à partir d'un Google Slide pour lequel j'avais modifié, dans le fond, la mise en page. Donc, au lieu que ça soit une slide, là, une diapositive, j'ai mis le format 8,5 par 11. Donc, ça fait vraiment comme un cahier, si on veut. Et puis, l'aspect multimodal, c'est qu'on ne vient pas juste miser sur le texte. On va demander à l'élève, ajoute-moi du texte, ajoute-moi des images. Ajoute-moi également, vous allez le voir un peu plus, ça ici du texte, des images. À un moment donné, l'élève, elle ajoute de la vidéo également. Et c'est ça l'aspect multimodal. Puis ce que ça fait en sorte, premièrement, c'est super intéressant comme prof à corriger. Les élèves, ils mettent vraiment du cœur. Puis c'est motivant pour eux parce que ça leur permet de faire aller leur créativité. Puis ça fait en sorte qu'on vient vraiment, tout chercher. Le plus, c'est sûr que c'est des vidéos YouTube, mais on pourrait demander à l'élève de s'enregistrer lui-même et là, de faire une compilation, un court texte écrit, puis complète avec de la vidéo. Tantôt, on vous disait, c'est intéressant de varier, par exemple, les types de production écrite avec une portion orale là, qui va compléter. Ça peut être fait sous forme de vidéo. Puis le journal multimodal, comme ça, c'est une belle façon de rassembler tout ça. Et au-delà même de ça, c'est facile de venir ajouter des pages. Donc, c'est quelque chose qu'on peut bâtir tout au long de l'année et l'élève peut même voir sa progression. Donc, tu sais, j'ai fait le premier texte au mois de septembre. Wow, je me suis vraiment améliorée dans, je ne sais pas, mon expression écrite, mais aussi mon expression orale, puis ma mise en page rendue au mois de mai, rendue au mois de juin. Alors, tu sais, que l'élève soit capable de voir à quel point il a progressé, c'est ultra motivant. Maryse, on est rendu à la rétroaction, puis il nous reste 10 minutes. Je ne veux pas te mettre de pression. Mais ça irait mieux si ton micro était ouvert. Là, vous ne connaissez pas Maryse, mais elle fait tout le temps ça. Elle parle, puis son micro est fermé. Mais c'est parce que tu me muselles constamment. Non, c'est même pas moi, je te jure. C'est une blague. La rétroaction, donc, la rétroaction, elle est au cœur vraiment de l'évaluation. Pourquoi elle est au cœur de l'évaluation? Elle est ultra importante et on l'aborde, on prend le temps vraiment, un petit 5-10 minutes pour l'aborder. En fait, ce que je veux vous présenter, c'est son degré d'influence quand on se rapporte aux pratiques pédagogiques selon John Hattie, donc leur efficacité. Et là, vous voyez une espèce de rapporteur d'angle. Et là, ça aurait été facile de mettre de 0 à 100 hein, pour le pourcentage d'efficacité, mais non, c'est noté de moins quelque chose à plus 1,2 en termes d'efficacité sur une échelle parce qu'il y a des pratiques, figurez-vous, qui sont dans le moins et qui peuvent faire régresser, entre autres, les élèves.
au niveau des apprentissages, dans les types de pratiques pédagogiques. Puis là, on voit que, ici, inférieur à 0, notamment, je sais qu'il y a les vacances d'été qui arrivent à moins 0,02 au 146e rang des pratiques. Puis, je ne vous les lirai pas tous, mais ce que je veux, là où je veux apporter votre attention, c'est vraiment les devoirs ici. En général, les devoirs arrivent environ à 0,28 à peu près d'efficacité, c'est-à-dire au 94e rang en termes de pratiques gagnantes, en termes de pratiques pédagogiques aidantes au niveau de les apprentissages des élèves. Et puis là, je fais un bémol tout de suite, les devoirs, pas qu'ils ne sont pas utiles du tout, ils peuvent l'être, mais dans certaines circonstances, dans certaines conditions. Donc, il y a certains types de devoirs qui vont favoriser les apprentissages beaucoup plus que d'autres. Et puis là, je ne m'enligne pas vers ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que la rétroaction ici, notre championne, arrive au 10e rang. Donc, quand on parle d'évaluation, tantôt, je vous ai dit que la rétroaction, ça faisait partie du continuum des évaluatifs. Donc, c'est une action que l'on doit poser. Et la rétroaction, si elle se résume en un chiffre, bien, elle ne sera pas au 10e rang. Tu sais, si je donne juste un chiffre à l'élève, ça ne fonctionne pas. Par contre, tout comme les devoirs, certains types de rétroaction vont hautement venir favoriser les apprentissages des élèves. Et là, l'effet escompté est élevé au niveau des apprentissages. Et on va donc jaser un petit peu de rétroaction ensemble. Simplement vous dire aussi que la discussion en classe arrive au 7e rang dans les types de pratiques qui améliorent les apprentissages des élèves. Alors ça, je veux vous dire que c'est à la portée de tous. Puis en enseignement à distance, avoir des discussions en classe, c'est facile à distance. On peut toujours avoir ça et ce n'est pas quelque chose qui change nécessairement beaucoup vos pratiques. Donc, c'est très gagnant de discuter en classe de concepts qui sont appris, de ce que vous comprenez de ce concept-là, de l'expliquer aux autres, etc. Et puis souvent, on pourrait penser que l'enseignement individualisé, c'est très, très bon pour les apprentissages. Ça n'arrive quand même qu'au 109e rang. Donc, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui est si élevé en termes de rentabilité pédagogique. Puis là, je veux juste vous dire, tu sais, moi, j'étais enseignante au primaire. Mon Dieu, combien de temps je prévoyais justement à monter des devoirs, les prévoir, les corriger et tout, versus combien de temps, moi, j'affectais à la rétroaction. Si je réenseignais aujourd'hui, je changerais un petit peu mes priorités, honnêtement. Donc, je parle de rétroaction. Il y a 4 conditions pour qu'elle soit efficace. Bon, il y en a plusieurs autres sûrement, mais je vous en présente 4. Elle doit être donnée rapidement. Ça, c'est dans un premier temps. Parce que si j'attends trop longtemps, elle ne sera pas efficace. Elle doit commenter aussi sur des éléments que l'élève doit travailler en priorité. Alors, il faut cibler. Il y a une cible ici, là. Si je commence à dire à mon élève tout ce qu'il a travaillé lors d'une production écrite, bien, je le perds. Donc, je vais vraiment aller cibler c'est quoi les difficultés les plus grandes de cet élève-là, puis je vais lui donner peut-être 2 éléments vraiment à retravailler et à cibler donc pour s'améliorer. Et c'est comme ça que tranquillement, pas vite, notre élève va avoir une progression et ne se sentira pas submergé non plus par tout ce qu'il a à accomplir. Il faut aussi que ce soit une information qui aide l'élève à s'améliorer. Bien sûr, si ma rétroaction, c'est super beau travail, je me passe à côté peut-être de quelque chose. Si ma rétroaction, au contraire, c'est quelque chose de négatif et non constructif, bien, je passe aussi à côté de quelque chose. Il faut aussi que ça permette à l'élève de faire le point sur ses connaissances et de réfléchir au processus qui l'ont mené ou non à trouver la bonne réponse. Donc ça, c'est très important. Donc ma rétroaction, elle doit être ciblée, elle doit être vraiment ciblée en lien avec les connaissances puis les processus de mon élève, donc pour l'amener à réfléchir. C'est sûr que c'est quelque chose, c'est un défi. Et puis là, quand on parle de rétroaction, je le sais, il y a des enseignants du secondaire qui vont dire « mais moi, je n'ai pas le temps de faire de la rétroaction ». On n'en fera pas à tous nos élèves tout le temps. Donc, on doit vraiment cibler. Tantôt, j'ai dit de cibler sur ce que l'élève devait travailler en priorité, mais vous devez aussi cibler les élèves. Donc, ça se peut que pour certains types d'examens ou de travaux, vous ne commentiez pas tous les élèves, mais favorisez, dans le fond, les élèves qui auraient le plus besoin de vous pour aller leur offrir une rétroaction, par exemple, vocale, comme tout à l'heure, ou encore une rétroaction vidéo, on va en parler plus loin. Donc, les élèves vous pouvez différencier, soyez souple et flexible dans votre approche, puis ça se peut que ce ne soit pas tous les élèves qui reçoivent le même type de rétroaction lors d'une évaluation, et c'est correct et c'est normal. Puis la rétroaction, elle peut être aussi donnée à des petits groupes d'élèves. Donc ça peut être très gagnant de prendre des sous-groupes vous êtes au secondaire, peu importe, en univers social, vous vous rendez compte qu'il y a 6-7 élèves qui mélangent des concepts. Bien, pendant que les élèves sont en travail, faites venir ces élèves-là à votre bureau puis offrez-leur une rétroaction suite à une évaluation en lien avec quelque chose qu'ils ont
le processus donc, que vous voyez là, qui n'ont pas vraiment maîtrisé pour arriver à comprendre un concept, par exemple. Alors ça, c'est possible de faire ces éléments-là, donc de rétroaction dans votre quotidien, avec les outils informatiques aussi, et c'est là que je m'en vais. Donc, juste avant les outils, je vais juste vous dire que la rétroaction, on peut la faire sur 4 dimensions du travail de l'élève et puis que souvent, on va cibler le cognitif et l'affectif. Hein, on va dire à l'élève dans le cognitif, ben voici tes erreurs, je te précise ce qui manque, puis là, je lui dis si sa réponse est juste ou non. Puis dans l'affectif, ben, je le complimente, puis je confirme ses principaux apprentissages. C'est bon, là, c'est correct de le faire. Sauf qu'on oublie souvent les dimensions méthodologiques et métacognitives. Je vous dirais, la majeure partie qu'on pourrait améliorer nos pratiques, là je m'inclus vraiment dans le lot de rétroaction, c'est dans la métacognition. Alors, il faut venir valider le processus utilisé par l'élève, puis lui proposer aussi d'autres façons parfois d'arriver à la bonne réponse. Et ça, valider son processus, c'est ce qu'on ne prend pas souvent le temps de faire parce que c'est long, c'est lourd. Mais moi, je vous dirais, les produits informatiques qu'on a maintenant, ça devient beaucoup plus facile et rapide de le faire parce que l'élève peut enregistrer lui-même sa réponse. L'élève peut vous expliquer avec une petite vidéo ou même juste vocalement avec Vocaroo, qui est juste un site web là, qui est facile à utiliser pour tout le monde, sa compréhension de quelque chose et ça vous permet de venir valider c'est quoi que mon élève a pensé, par où il est passé pour arriver à cette réponse-là. Puis la méthodologie, c'est de venir rétroagir aussi à l'élève en lui disant, bien, sur sa structure de travail ou ses stratégies d'organisation du contenu. Un élève, là, constamment, qui organise son contenu tout croche, tout de travers, bien, c'est sûr qu'il se perd dans ses réponses, puis quand il doit transposer en mathématiques sa résolution de problèmes, etc., il se perd dans ses traces parce que bien, sa structure de travail n'est pas nécessairement adéquate. Ça aussi, il faut prendre le temps de rétroagir là-dessus. Enfin, quelques outils qui vont vous aider pour propulser votre rétroaction à un niveau supérieur. Talk and Comment, grosso modo, c'est la même chose que Vocaroo, sauf que c'est une extension Chrome. Si vous ne la connaissez pas, il y a également Mote, M-O-T-E, qui fait la même chose en gros. Et moi, je l'ai présentement sur mon ordinateur. Ce que ça fait, c'est que ça intègre un petit micro, vous le voyez à droite. Il est là sur toutes mes pages web. Donc, je pourrais vous présenter une autre page web et hop, le petit micro est là. Donc, à tout moment, lorsque je suis sur le web, j'ai mon petit micro qui apparaît et ce micro-là, si je clique dessus, il va enregistrer ma voix. Donc, voilà, il est en train d'enregistrer présentement. Tout ce que j'ai à faire, c'est à cliquer sur le bouton lorsque j'ai terminé et ça génère un lien Internet ici que je vais pouvoir copier. Donc, le même type de lien que tout à l'heure, que je viens copier et que je pourrais venir coller, par exemple, dans une rétroaction sur Classroom à un élève où je lui envoie, c'est un lien Internet, donc je lui envoie même par courriel si je veux. Je peux l'envoyer dans CISA, dans ClassDojo, dans Teams, dans Moodle. Donc, ça me permet aussi de le mettre, par exemple, sur un Google Formulaire. Hein. Dans le Google Formulaire, je peux aller insérer un hyperlien et je peux même le mettre sur un PDF que l'élève m'aurait remis, par exemple, avec Camille, et puis que je peux modifier, là, je peux écrire sur le PDF de l'élève, par exemple, si j'utilise cet outil-là. Alors ça, c'est quelque chose qui est très utile, même sur une photo de démarche d'élève. Donc, vous voyez, l'élève en mathématiques, il prend une photo de sa démarche, il vous l'envoie. Parfait. Moi, je vais prendre ma note vocale, puis je vais venir l'insérer en tant que commentaire sur une vidéo ou une photo de la démarche de l'élève. Également, là, on parlait de rétroaction vocale. La rétroaction vidéo est rendue super simplifiée maintenant. On n'a plus besoin d'enregistrer une vidéo avec un outil qu'on va absolument aller déposer ensuite sur YouTube et tout. Bien, Screencastify ou Loom, ce sont 2 extensions Google. Soit dit en passant, si vous cliquez sur les petits icônes, ça vous mène vers le lien pour vous les télécharger. Là. Donc, on ajoute ça à Chrome. Ça fonctionne sur le navigateur Chrome seulement, ces 3 outils-là. Et ce que ça fait, Screencastify et Loom, bien, ça va venir faire un enregistrement de votre écran et de votre voix et peut-être même de votre visage, si vous le souhaitez, qui peut être mis en caméo, comme on voit présentement sur notre vidéo. Ou non, c'est vous qui le souhaitez, là, si vous souhaitez que votre visage apparaisse ou pas. Et puis, ça s'envoie avec un lien directement à l'élève. Donc, encore là, c'est le même principe que mon Talk and Comment. Lorsque je termine avec Screencastify, puis je fais le bouton « Arrêter d'enregistrer », je vais pouvoir venir copier un lien puis l'envoyer directement à l'élève. La différence entre les deux, ici, c'est que Screencastify, j'ai une limite de 5 minutes avec la version gratuite, mais ça crée un lien automatiquement partageable à l'élève. Et l'avantage aussi de Screencastify, c'est que j'ai un outil, lorsque je l'utilise, je peux sélectionner un outil qui fait en sorte qu'il y a un suivi du curseur qui est plus
qui est, par exemple, chaque fois que je clique, ça peut faire un cercle rouge. Ça peut mettre en évidence mon curseur avec un halo blanc tout autour lorsque je déplace ma souris. Donc, il y a des avantages avec Screencastify, ce sont ça. Puis Loom, bien, lui, il n'y a pas de limite de temps, mais en contrepartie, il n'y a pas les outils d'annotation de Screencastify qui permettent de mettre en évidence la souris, le clic ou même d'écrire ou de pointer pendant que vous présentez quelque chose. Donc, ce sont deux outils, je dirais, qui ont chacun leur pour, leur contre. C'est tout pour notre formation d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis, je vais prendre des questions. Je vais juste mettre dans le clavardage un lien. Donc, j'attirerai maintenant votre attention vers le clavardage pour nous évaluer. Donc, on a beaucoup, beaucoup apprécié vous offrir cet atelier. Mais Je l'ai je vous mis dans le demanderai, clavardage. Mélissa, tu es une perle. Mais je le vois. Oui, j'ai remis également, il faut peut-être remonter un tout petit peu, là, je l'ai mis à 2 minutes, à 2h56. Également à 15h, là, autour de 15h, j'ai remis le lien long de la présentation à l'intérieur de ça. On nous demande, par exemple, voyons, j'ai vu une question passer. Quel atelier pertinent? Ah, merci, on est super contents. On a une super question de Marc qui dit, je vais juste remonter un tout petit peu là, parce qu'elle est vraiment bonne, il dit si on ne travaille qu'avec les élèves faibles, j'ai peur de ne plus m'occuper des bons élèves car mes classes sont extra faibles. Avez-vous des conseils? C'est sûr que on ne dit pas qu'il ne faut pas porter attention aux élèves qui sont forts, mais notamment avec la rétroaction, l'élève qui est fort, il y a peut-être besoin d'un peu moins de rétroaction ou en tout cas pas aussi souvent que l'élève qui est en difficulté. Ou l'élève qui est fort, même peut-être que s'il y a 3 choses à améliorer, je peux lui dire ces 3 choses-là, puis il va être en mesure de travailler là-dessus d'un seul coup. Notre élève qui est en difficulté, admettons que lui aussi a 3 choses sur lesquelles il doit travailler pour s'améliorer, bien, il va falloir lui donner petit peu par petit peu. Commence par on trouve la priorité, là, puis on dit, OK, commence avec ce morceau-là. OK? Puis là, voici, si je te donne une vidéo supplémentaire à regarder. On pourrait, l'élève qui est fort, on pourrait lui demander, peux-tu donner un coup de main à l'élève qui a un peu plus de difficultés? Le travail collaboratif, là, c'est ultra pertinent. Puis les élèves forts, ils vont devenir encore meilleurs en enseignant une notion, en l'expliquant aux autres. On vient consolider. Fait en faisant ça, les deux côtés là, sont gagnants. Mais il ne faut pas avoir peur de donner plus de rétroaction à l'élève qui est en difficulté. On n'a pas le choix. C'est sûr qu'il ne faut pas délaisser complètement l'élève qui est plus fort, mais lui, on pourrait lui donner une tâche, une petite affaire plus difficile ou une tâche supplémentaire où on lui laisse un peu plus de lousse dans sa créativité. Par exemple, on va miser sur la flexibilité. Par exemple, si on dit aux élèves, vous faites votre travail dans Google Slides, l'élève qui est fort, pourquoi tu n'essayes pas, toi, d'utiliser, je ne sais pas moi, Genially pour ta présentation ou essaye d'utiliser un autre logiciel. On peut venir le stimuler de cette façon-là. Pas nécessairement en lui donnant du contenu supplémentaire, mais en le faisant utiliser un outil différent qui va le tenir stimulé également. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Merci beaucoup tout le monde. Puis là, je sais qu'on est super plate parce qu'on avait juste 1 heure. Je pense que ça vous a intéressé tout le monde. Puis ce que je trouve super plate, c'est que c'est sûr que ça va vous demander de recliquer sur la formation pour aller cliquer sur les liens, mais faites-le ne serait-ce que pour faire des copies des grilles d'évaluation, des grilles d'observation. Je sais que l'idéal, ça aurait été d'avoir une journée complète, puis là, qu'on clique sur les liens ensemble, puis que vous le voyez, toute la démarche de comment faire pour utiliser tel outil, tout ça. J'adorerais faire ça. Ce n'est pas le temps qu'on avait aujourd'hui, mais au moins, vous avez l'outil. Donc, si c'est possible, d'essayer de l'explorer à fond. Je vous souhaite d'avoir le temps de pouvoir prendre ce temps-là de développement professionnel. Mon Dieu, que ce serait aidant si tout le monde avait un petit peu plus de temps justement pour explorer ça. Proposez-le à vos équipes écoles, peut-être de prendre du temps ensemble en équipe école pour le regarder, peut-être de vous donner un temps, même pendant une des pédagogues qui ont été rajoutés. Nous, c'est le genre de choses qu'on fait dans notre CSS à Laval. On offre des accompagnements pendant ces journées-là où on va vraiment prendre le temps de décortiquer tout ce qui est dans cette formation-là. Donc, on souhaite que ce sera utile aussi pour vous.
Le lien de la présentation, oui, je vais vous envoyer tout de suite le lien de la présentation à tout le monde, le Genially. Donc, je viens juste de l'envoyer dans le clavardage. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un super week-end à tous et à toutes. Merci de tenir le fort avec nos élèves. Vous êtes extraordinaires. Et voilà, bien heureuse de vous avoir croisés. Alors, on a des questions encore. Le lien de la formation, tu l'as mis? Oui, oui, oui. Il y a Vous pouvez Myriam lever la qui main dit... hein, si vous avez une question Oui, oui, aussi. oui. N'hésitez On va pas. rester encore quelques minutes, là. Oui, oui. Il y a Myriam qui dit, mais cet outil ne restera pas disponible pour toujours, n'est-ce pas? Ah, ce Genially, on n'est pas sur le point de le supprimer, là, le Genially. Il est utilisé dans tout notre centre de services. Donc, c'est ça. Il y a quelqu'un Donc, qui me demandait Annie-Claude. pour les cases à cocher aussi dans Excel. Oui, super bon point, Annie-Claude. Donc, il nous suggère d'adapter la formation pour le premier cycle du primaire. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, même pour nos formations Google Meet, là, avec la visio adaptée spécifiquement pour les plus petits. C'est ultra pertinent comme commentaire. Merci beaucoup. On n'avait pas pensé, oui, c'est ça, on n'avait pas pensé, même la formation évaluation là, de l'utiliser dans ce coin-là. OK. Absolument. Comment mettons les cases à cocher dans Excel? Peut-on faire du montage vidéo avec les logiciels proposés? Screencastify, c'est dans celui-là qu'on peut juste couper les bouts? La fin, oui. Exactement. Loom, l'avantage, c'est qu'on peut aussi venir couper des bouts au centre. Donc, c'est pas du gros montage, c'est plus de l'édition. Fait que l'avantage de Loom par rapport à Screencastify, c'est qu'on peut enlever un bout au centre. Pour les cases à cocher dans Excel, mon Dieu, il faut que j'ouvre un Excel. Comme je disais, on utilise surtout mais c'était peut-être Sheet, c'est le même principe, en fait, je crois. Peut-être qu'elle parlait du Sheet qu'on a présenté. Oui, ben, peut-être juste... je ne sais pas si elle est encore en ligne, ça peut juste nous Sylvie préciser. Côté, je présume. SY. Sylvie Côté, peut-être. Avec Excel. Ah. OK. C'est insertion. Là, je suis juste en train de le chercher parce que je ne suis pas habituée. Mais tu vas nous le présenter après. Oui, mais je vais juste essayer de le trouver avant. Parce que je sais que ça se fait. Dans Excel, ça se fait. Marie, tu veux-tu le googler juste pour être certaine? C'est déjà fait. Ça dit qu'il faut aller sur Fichier, puis sur Options, puis choisir Personnaliser le ruban à gauche pour la... Je vais tout le copier-coller, puis je vais le mettre dans le clavardage. Voilà. Ah, bonne idée. C'est ça, parce que j'étais habituée de l'utiliser avec... Donc, Fichier, Options, puis choisir Personnaliser le ruban à gauche de la fenêtre et ensuite cocher Développeur. L'onglet Développeur s'affiche alors en haut de votre fenêtre. C'est la version web, ça? Ou la version en ligne? Parce que je sais que... ça n'a pas l'air d'être la version web. Ça a l'air d'être une version lourde. Parce que moi, mon Dieu, j'ai des captures écran puis tout, là. C'est assez complexe, là. M'envoie le lien. Oui, c'est ça. Ça, c'était juste le début, en fait. Donc, je vais écrire pour la version lourde, là, qui est la version logicielle. Le lien est là. Puis, dans le fond, sinon, googler, tu sais, moi, je l'ai trouvé vraiment en googlant, là. Donc, vous pourriez peut-être googler pour la version web. Il y a peut-être une autre façon pour la version web. Ouais. Mais souvent, ça se ressemble, là, mais... Non, mais je vais regarder si les gens ne sont pas pressés, là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec notre atelier? Est-ce qu'il y a une durée maximale des vidéos que l'on téléverse sur Loom? Non, il n'y a pas de durée maximale, pas à ma connaissance en tout cas. Donc, vous pourriez donner des commentaires sur des chorégraphies, etc., des choses plus longues, là. C'est ça l'avantage d'utiliser Loom. Ouais. Tandis que Screencastify, c'est 5 minutes pour la version gratuite. Ah, Madame Côté qui me dit « Je ne vois pas le développeur. » Ça ne regarde pas bien pour mon site web. Ouais. C'était en haut, développeur, c'était en haut là, dans les rubans, mais je l'ai moi aussi Excel, donc je peux le tester en même temps que vous.
Dans la version web, là. Non, ça n'a pas rapport. Ça ne marche pas. Mais en tout cas, ça se fait parce que Oui, c'est sûr, ça se fait. c'est plus facile dans Sheet, là, définitivement. Oui. Je remets le lien vers l'atelier à la demande de monsieur ou madame Nien, je ne sais pas trop, là. C'est écrit Lien Lou, donc je ne sais pas trop s'il s'agit d'un ou une. OK, là, la case à cocher, elle ne se fait pas sur la version web. Il faut absolument que ça soit la version Windows. Donc là, il y a au moins ça. Dans Excel 2010 et les versions suivantes, c'est là qu'il va y avoir fichier, options, personnaliser le ruban. Puis il faut cocher la case développeur, sinon... Oui, puis là, je pense qu'elle vient de le trouver, là, Sylvie, la petite case développeur. Oui, mais il y a vraiment... C'est ce site-là, je ne sais pas si c'est la même chose, mais ce site-là, c'est le site de Microsoft là, qui explique vraiment comment le faire. OK. C'est définitivement plus compliqué, par exemple, que dans Sheet. Ah, merci beaucoup, Myriam. C'est vraiment gentil. Merci infiniment pour les beaux commentaires. Merci bien, c'est très, très, très gentil. On veut vous dire aussi que vous avez la chance dans votre CSS d'avoir une perle en la personne de, puis je pense qu'elle était là même tantôt, c'est Catherine Houle, qui est conseillère pédagogique, qui est hautement plus avancée en Google que nous, mais qui est extraordinaire, qui fait un travail de production hallucinant, qu'on va souvent piger dedans et qu'on vous remercie. Votre CSS nous inspire beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que ça nous faisait vraiment plaisir si on pouvait vous apporter quelque chose aussi en retour, parce que nous, on diffuse largement des ressources qui sont produites chez vous. Vous avez une équipe de conseillance pédagogique en intégration des technologies qui est assez extraordinaire. Merci, là. Donc, voilà, on est bien heureux de pouvoir être à vos côtés. Merci à tous. Bonne continuité. À la prochaine. Au revoir.